L'an 5 de la Révolution algérienne, chapitre 2. Ici la voix de l'Algérie. Nous nous proposons d'étudier dans ce chapitre les attitudes nouvelles adoptées par le peuple algérien au cours de la lutte de libération à l'égard d'un instrument technique précis, le poste de radio. Nous verrons alors que derrière ces nouvelles conduites, c'est la situation coloniale dans son ensemble qui est mise en question. Nous aurons l'occasion de montrer tout au long de ce livre que la contestation du principe même de la domination étrangère entraîne des mutations essentielles dans la conscience du colonisé, dans la perception qu'il a du colonisateur, dans sa situation d'homme dans le monde. Radio Alger, poste émetteur français installé en Algérie depuis des dizaines d'années, réédition ou écho de la radiodiffusion française nationale installée à Paris, exprime avant tout la société coloniale et ses valeurs. Les Européens d'Algérie, dans l'ensemble, possèdent un appareil de radio. Avant 1945, les postes de TSF sont, dans la proportion de 95%, entre les mains des Européens. Les Algériens qui en possèdent se recrutent principalement au sein de la bourgeoisie évoluée et chez quelques Kabyles anciennement émigrés et rentrés depuis au village. La brutale stratification économique entre les sociétés dominantes et dominées explique pour une large part cet état des choses. Mais naturellement, comme dans toute situation coloniale, cette catégorie de réalité se colore de façon spécifique. C'est ainsi que des centaines de familles algériennes, dont le niveau de vie rendrait possible l'acquisition d'un poste, ne le font pas. Il n'y a pourtant pas de décision rationnelle et circonstanciée de refuser cet instrument, il n'y a pas de résistance organisée à cette technique, on ne met pas en évidence, même après enquête, de véritables lignes de contre-acculturation, telles qu'on en trouve décrites dans certaines monographies consacrées à des régions sous-développées, signalant toutefois, et cet argument a pu paraître confirmer les conclusions des sociologues, que, pressés de questions sur les raisons de cette réticence, les Algériens font assez souvent la réponse suivante. Les traditions de respectabilité revêtent chez nous une telle importance et une telle hiérarchisation qu'il nous est pratiquement impossible d'écouter en famille les programmes radiophoniques. Les allusions érotiques ou même les situations burlesques qui veulent faire rire, évoquées à la radio, provoquent au sein de la famille à l'écoute des tensions insupportables. L'éventualité toujours possible de rire devant le chef de famille ou le frère aîné, d'écouter en commun des paroles amoureuses ou des propos légers, ralentit de toute évidence la diffusion de l'appareil de TSF dans la société autochtone algérienne. C'est en référence à cette première rationalisation qu'il faut comprendre l'habitude prise par les services officiels de la radiodiffusion en Algérie de signaler les programmes pouvant être écoutés en commun et ceux au cours desquels les formes traditionnelles de sociabilité risquaient d'être trop gravement éprouvées. Voici donc, à un certain niveau explicatif, l'appréhension d'un fait. Les postes récepteurs s'imposent difficilement à la société algérienne. Dans l'ensemble, elle refuse cette technique qui met en cause sa stabilité et les types traditionnels de sociabilité. La raison invoquée étant que les programmes en Algérie, indifférenciés parce que calqués sur le modèle occidental, ne s'adaptent pas à la hiérarchisation patrilinéaire de type strict, voire féodal, et à interdits moraux multiples de la famille algérienne. À partir de cette analyse, des techniques d'approche purent être exposées. Entre autres, l'étagement des émissions en fonction de la famille prise comme totalité, visant le groupe des hommes, celui des femmes, etc. Nous verrons en décrivant les bouleversements survenus dans ce domaine à l'occasion de la guerre nationale, ce qu'une telle explication sociologique contient d'artificiel, quelle masse d'erreurs elle renferme. Nous avons déjà signalé la vitesse accélérée avec laquelle le poste est adopté dans la société européenne. L'introduction de la radio dans la société colonisatrice se déroule à une cadence qui rappelle celle des régions occidentales les plus développées. Il faut toujours se rappeler que dans la situation coloniale, où, comme nous l'avons vu, la dichotomie sociale atteint une intensité incomparable, il y a un embourgeoisement effréné et presque caricatural des ressortissants de la métropole. Posséder un poste de TSF, pour l'Européen, c'est bien sûr inaugurer le cercle toujours présent de la possession petite bourgeoise occidentale qui va de la radio à la villa, en passant par la voiture et le frigidaire. C'est aussi sentir vivre et palpiter la société coloniale avec ses festivités, ses traditions qui ont hâte de s'établir, ses progrès, son enracinement. Mais c'est surtout, dans le bled, dans les centres dits de colonisation, le seul moyen d'être attaché aux villes, à Alger, à la métropole, au monde des civilisés. C'est l'un des moyens d'échapper à la pression inerte, passive et stérilisante de l'indigénat environnant. C'est, selon l'expression coutumière du colon, le seul moyen de se sentir encore un homme civilisé. Dans les fermes,
La radio rappelle aux colons la réalité d'un pouvoir et dispense par son existence même sécurité, sérénité. Radio Alger fonde le droit du colon et renforce sa certitude dans la continuité historique de la conquête, donc son exploitation agricole. La musique de Paris, les extraits de la presse métropolitaine, les crises gouvernementales françaises constituent une toile de fond cohérente où la société coloniale puise sa densité et sa justification. Radio Alger entretient l'érection de la culture de l'occupant, le départage de la non-culture, de la nature de l'occupé. Radio Alger, la voix de la France en Algérie, constitue le seul centre de référence au niveau de l'information. Radio Alger, c'est quotidiennement pour le colon une invitation à ne pas se métisser, à ne pas oublier le bon droit de sa culture. Les blédards de la colonisation, les aventuriers défricheurs le savent bien, qui ne cessent de répéter que sans le pinard et la radio, nous nous serions déjà arabisés. Note. Radio Alger est d'ailleurs l'une des nombreuses amarres qu'entretient la société dominante. Radio Monte-Carlo, Radio Paris, Radio Andorre jouent également un rôle protecteur contre l'arabisation. Fin de la note. En Algérie, avant 1945, la radio, en tant qu'instrument technique d'information, se multiplie dans la société dominante. Elle est alors, nous l'avons vu, assimilée à la fois à un moyen de résistance chez les Européens isolés et à un moyen de pression culturelle de la société dominée. Chez les agriculteurs européens, la radio est dans l'ensemble vécue comme lien avec le monde civilisé, comme instrument efficace de résistance à l'influence corrosive d'une société indigène immobile, sans perspective, arriérée et sans valeur. Chez l'Algérien, par contre, la situation est totalement différente. Nous avons vu que la famille aisée hésite à acquérir un poste. Toutefois, il n'est pas constaté de résistance explicite, ordonnée et fondée, mais plutôt un désintérêt morne pour ce morceau de présence française. Dans les milieux ruraux et dans les régions éloignées des centres de colonisation, la situation est plus claire. Il y a ignorance du problème, ou plus précisément, le problème est à ce point éloigné des préoccupations quotidiennes de l'autochtone que l'on prévoit de façon très nette le scandale qu'il y aura à demander à l'Algérien la raison pour laquelle il ne possède pas de poste TSF. L'enquêteur, qui pendant cette période exige des réponses satisfaisantes, n'arrive pas à dissiper son ignorance. En réalité, tous les prétextes proposés doivent être reçus avec le maximum de circonspection. Au niveau de l'expérience vécue, il ne faut pas s'attendre à obtenir une rationalisation des attitudes et des choix. Deux niveaux d'explication peuvent être abordés ici. Comme technique instrumentale au sens restreint, le poste de TSF développe les pouvoirs sensoriels, intellectuels et musculaires de l'homme dans une société donnée. Le poste de TSF en Algérie occupée est une technique de l'occupant qui, dans le cadre de la domination coloniale, ne répond à aucun besoin vital de l'indigène. Le poste de TSF, comme symbole de la présence française, comme système matériel inclus dans la configuration coloniale, est affecté d'une valence négative extrêmement importante. L'éventuelle multiplication et la possible extension des pouvoirs sensoriels ou intellectuels par la radio française sont implicitement rejetés ou niés par l'autochtone. L'instrument technique, les nouvelles acquisitions scientifiques, quand elles renferment une charge suffisante pour ébranler tels dispositifs de la société autochtone, ne sont jamais perçus en soi dans une quête neutralité. L'instrument technique s'insère dans la situation coloniale où, on le sait, les coefficients négatifs ou positifs existent toujours de façon très appuyée. À un autre niveau, comme système d'information, comme porteur de langage, donc de messages, le poste de TSF peut être appréhendé au sein de la situation coloniale. De façon particulière, la technique radiophonique, la presse et d'une manière générale les systèmes, les messages, les transmetteurs de signes existent dans la société coloniale selon un statut parfaitement différencié. La société algérienne, la société dominée, ne participe jamais à ce monde de signes. Les messages émis par Radio Alger sont captés par les seuls représentants du pouvoir en Algérie, par les seuls ressortissants de la puissance dominante, et semblent magiquement éviter les membres de la société indigène. La non-acquisition de postes de TSF par cette société renforce précisément cette impression de monde clos et privilégié de l'information colonialiste. Sur le plan des programmes quotidiens, avant 1954, il est clair que les éloges aux troupes d'occupation sont particulièrement inexistants. Ça et là, il y a certes à la radio l'évocation de grandes dates de conquête de l'Algérie au cours desquelles, avec une obscénité qui frise l'inconscience, l'occupant dénigre et humilie le résistant algérien de 1830.
Il y a aussi ces manifestations commémoratives où les anciens combattants musulmans sont invités à déposer une gerbe au pied de la statue du général Bugeaud ou du sergent Blandan, tous deux héros de la conquête et liquidateurs de milliers de patriotes algériens. Mais dans l'ensemble, on ne peut affirmer que le contenu clairement raciste ou anti-algérien rende compte de cette indifférence et de cette résistance de l'autochtone. L'explication semble davantage trouvée dans le fait que Radio Alger est perçu par l'Algérien comme le monde colonial parlé. Avant la guerre, l'humour de l'Algérien avait fait définir Radio Alger. Des Français parlent au français. À partir de 1945, l'Algérie va brutalement apparaître sur la scène internationale. Pendant des semaines, les 45 000 morts de Sétif et de Guelma alimentent les journaux et les bulletins d'information des régions jusque-là inconnues ou indifférentes au sort de l'Algérie. Les Algériens eux-mêmes ébauchent, avant signe de plus essentiels bouleversements, une mutation à partir des frères morts ou mutilés et à travers la sympathie fervente d'hommes et de femmes d'Amérique, d'Europe et d'Afrique. L'éveil du monde colonial et la libération progressive des peuples longtemps asservis situent l'Algérie dans un processus qui la dépasse en la fondant. L'apparition des pays arabes libérés revêt ici une importance exceptionnelle. La première introduction massive de postes de TSF en Algérie est contemporaine de la création des stations émettrices nationales de Syrie, d'Égypte et du Liban. À partir de 1947-1948, les postes se multiplient, mais de façon modérée. Même alors, l'Algérien à l'écoute s'intéresse exclusivement aux radios étrangères et arabes. Radio Alger n'est captée que parce qu'elle diffuse de la musique typiquement algérienne, de la musique nationale. Devant cette amorce de marché algérien, les concessionnaires européens se mettent en quête de représentants indigènes. Les maisons européennes se persuadent alors que la vente de postes de TSF dépend de la nationalité du commerçant. Des intermédiaires algériens sont de plus en plus sollicités pour le commerce des appareils radiophoniques. Cette innovation dans le système de distribution de ces appareils s'accompagne d'une intensification du marché. C'est pendant cette période qu'une certaine partie de la petite bourgeoisie algérienne va procéder à l'achat d'appareils de TSF. Mais c'est en 1951-1952, à l'occasion des premières escarmouches en Tunisie, que le peuple algérien ressent la nécessité d'augmenter son réseau d'information. En 1952-1953, le Maroc entreprend sa guerre de libération et, le 1er novembre 1954, l'Algérie rejoint le Front maghrébin anticolonialiste. C'est à ce moment que se produisent, dans le cadre strict de l'acquisition de postes récepteurs, dans la définition d'attitudes nouvelles face à cette technique précise de l'information, les mutations les plus capitales. Ce sont les réactions de l'occupant qui apprennent à l'Algérien que quelque chose de grave et d'important se déroule dans le pays. L'Européen, par le triple réseau de la presse, de la radio et de ses déplacements, se fait une notion assez claire des dangers qui assiègent la société coloniale. L'Algérien qui déchiffre sur le visage de l'occupant la déroute montante du colonialisme ressent le besoin impérieux et vital d'être au courant. L'impression diffuse que quelque chose de fondamental se déroule est renforcée à la fois par la décision solennelle des patriotes qui expriment le vœu secret du peuple et incarnent la volonté, hier vide de contenu, d'exister en tant que nation, mais surtout par l'effritement objectif et appréciable à vue d'œil de la sérénité du colon. La lutte de libération, décelable dans la soudaine gentillesse du colon ou dans ses colères inattendues ou immotivées, mais l'Algérien dans la nécessité de suivre, pas à pas, l'évolution de la confrontation. Dans cette période de mise en place des frontières du conflit, les Européens ont multiplié les erreurs. C'est ainsi que dans les fermes, des colons rassemblent les ouvriers agricoles pour leur annoncer que telle bande de rebelles, inconnue d'ailleurs dans la région, a été décimée dans les Aurès ou en Kabylie. D'autres fois, on offre aux domestiques une bouteille de limonade ou une tranche de gâteau, car 3 ou 4 suspects viennent d'être exécutés à quelques kilomètres de la propriété. L'Algérien, dès les premiers mois de la Révolution, dans un but d'autoprotection et afin d'échapper à ce qu'il considère comme les manœuvres mensongères de l'occupant, se trouve ainsi amené à posséder ses propres sources d'information. Savoir ce qui se passe, connaître à la fois les pertes réelles de l'ennemi et les siennes, devient fondamental. L'Algérien, à cette époque, a besoin de hisser sa vie au niveau de la Révolution, il a besoin d'entrer dans le vaste réseau d'informations, il a besoin de s'introduire dans un monde où des choses se passent, où l'événement existe, où des forces agissent. L'Algérien, à travers l'existence d'une guerre faite par les siens, débouche sur une communauté en acte. Aux informations de l'ennemi, l'Algérien doit opposer ses propres informations,
à la vérité de l'oppresseur, autrefois rejetée comme mensonge absolu, est opposée enfin une vérité agie. Le mensonge de l'occupant gagne alors en vérité, car il est aujourd'hui un mensonge en danger, acculé à la défensive. Ce sont les défenses de l'occupant, ses réactions, ses résistances, qui soulignent l'efficacité de l'action nationale et la font participer à un monde de vérité. La réaction de l'Algérien n'est plus de refus crispé et désespéré. Parce qu'il s'avoue troublé, le mensonge de l'occupant devient un aspect positif de la nouvelle vérité de la nation. Pendant les premiers mois de la guerre, c'est avec la presse écrite que l'Algérien tente d'organiser son système d'information. La presse démocratique, encore existante en Algérie, et les journaux traditionnels anticolonialistes ou à volonté d'objectivité sont alors avidement lus par l'autochtone. C'est dans ce secteur de l'information que l'Algérien puise des éléments rééquilibrants. La puissance du message colonialiste, les systèmes mis en œuvre pour l'imposer et pour en faire la vérité, sont tels que, la plupart du temps, le colonisé n'a que sa conviction intérieure, de plus en plus démesurée, à opposer aux offensives éminemment traumatisantes de la presse française et aux manifestations spectaculaires du pouvoir militaire et policier. Quotidiennement confronté avec l'anéantissement des dernières bandes, le civil n'échappe au désespoir que par un acte de foi, par une croyance intraitable. Progressivement, l'aide morale, parce qu'objective, apportée par la presse démocratique, cesse. L'autocensure des journaux locaux, connus pour leur honnêteté traditionnelle, renforce cette impression d'incomplétude, d'inachevé, voire de trahison sur le plan de l'information. Il semble à l'Algérien que des morceaux entiers de vérité lui sont dissimulés. Il a la quasi-certitude que la puissance colonialiste est en train de s'écrouler sous ses yeux et qu'il n'en suit pas suffisamment l'agonie. Il a soudain peur que cette chose tant de fois haïe, blessée à mort dans le Djebel, aux jours probablement comptés, ne disparaisse sans lui laisser l'occasion de voir de près comment se démontent cette puissance et cette morgue. Pendant cette période, l'Algérien ressent une impression de frustration. Son agressivité reste en suspens parce qu'il ne compte pas les points, parce qu'il n'enregistre pas heure par heure les défaites de l'ennemi, parce qu'enfin, il ne mesure pas centimètre par centimètre l'amenuisement progressif de la puissance occupante. L'Européen a, dans l'ensemble, assez objectivement, pris les dimensions de la rébellion. Il ne pense pas véritablement qu'un beau matin, les troupes révolutionnaires vont s'installer dans la ville. Avec plus ou moins de précision, il connaît l'importance des forces de la Révolution et il ne cesse de la comparer à celle des troupes françaises. Chaque avion qui sillonne le ciel, chaque engin blindé qui s'avance dans le matin, sont autant de taches de soleil dans le monde anxieux et indécis du colon. L'Européen ressent la secousse, mais, dans les premiers mois de 1955, il pense que rien n'est perdu, qu'il y a toujours un futur du colonialisme en Algérie. Les déclarations officielles de la radio le renforcent dans cette position. L'Algérien, lui, surtout celui des régions rurales, complète son absence d'information par une surenchère absolument irrationnelle. C'est alors que surviennent des réactions tellement disproportionnées avec la réalité objective qu'elles revêtent aux yeux de l'observateur une allure pathologique. Dans les premiers mois de 1955, il arrive que circulent à Constantine des bruits selon lesquels, par exemple, Alger se trouvait entre les mains de nationalistes, ou à Alger que le drapeau algérien flotte sur Constantine, Philippeville, Batna. Dans les petits centres de colonisation, les colons ne comprennent pas toujours la brutale et subite assurance du fait-là, et plusieurs fois, on les voit téléphoner à la ville la plus proche pour se faire confirmer que rien d'important ne s'est produit dans le pays. L'Européen s'aperçoit que la vie qu'il avait édifiée sur l'agonie du peuple colonisé perd son assurance. Avant la rébellion, il y a la vie, le mouvement, l'existence du colon, et en face, l'agonie continuée du colonisé. Avant la rébellion, il y a la vérité du colon et le néant du colonisé. Depuis 1954, l'Européen constate qu'une autre vie s'est mise en branle parallèlement à la sienne et que dans la société algérienne, semble-t-il, les choses ne se répètent plus comme avant. L'Européen, après 1954, sait qu'on lui cache quelque chose. C'est la période où la vieille expression péjorative du téléphone arabe prend une signification presque scientifique. Dans les pays du Maghreb, les Européens appellent téléphone arabe la rapidité relative avec laquelle, de bouche à oreille, les nouvelles sont diffusées dans la société autochtone. À aucun moment, il n'a été question de dissimuler autre chose sous cette expression ou sous cette vocable. Or, en 1955, on va entendre des Européens et même des Algériens se référer confidentiellement, et comme vous révélant un secret d'État,
à une technique d'émission à distance qui rappelle vaguement le système de signaux de tam-tam tel qu'on en trouve dans certaines régions d'Afrique. L'Algérien donne à l'Européen isolé l'impression d'être en contact permanent avec le haut commandement de la Révolution. Il y a chez l'autochtone une sorte de surassurance amplifiée qui provoque sur le plan des conduites certaines manifestations particulières. C'est ainsi que nous pouvons assister à des phénomènes de type amok absolument typiques. Des individus en pleine bouffée confusionnelle sont alors jetés hors d'eux-mêmes. On les voit foncer dans une rue ou sur une ferme isolée, sans armes ou brandissant un pauvre couteau ébréché au cri de « Vive l'Algérie indépendante », nous sommes vainqueurs. Cette conduite agressive d'expression hautement violente se termine la plupart du temps par une rafale de mitraillettes lâchée par une patrouille. Quand le médecin peut s'entretenir avec le moribond, les expressions les plus habituelles sont « Ne le croyez pas »,« Nous sommes les plus forts »,« Les nôtres arrivent, je suis chargé de vous annoncer leur arrivée »,« Nous sommes puissants et nous écraserons l'ennemi ». Il arrive que ces illuminés soient seulement blessés et confiés au service de police pour interrogatoire. La nature pathologique du comportement n'est pas perçue, et des jours entiers, l'inculpé est torturé jusqu'à ce que la presse informe le public qu'il a été abattu en tentant de fuir au cours d'un déplacement ou qu'il est mort d'une maladie incurable. Dans le groupe dominant, également, on trouve une effervescence des esprits, on assiste à l'éclosion de la peur collective et à l'apparition chez le colon de fuites en avant criminelles. La différence avec le cas du colonisé, c'est qu'il y a toujours passage à l'acte chez le colonisateur, meurtres réels et multiples. Nous nous proposons d'aborder ces différents problèmes nés de la lutte de libération dans une étude plus directement axée sur la psychopathologie, ses formes, ses originalités, sa description. L'Algérien, sur le plan de l'information, va se trouver pris dans un réseau strictement délimité dans l'espace. Dans un village, il y a accord de tout le monde sur l'importance numérique et matérielle de l'armée de libération nationale. On peut obtenir à la demande de renseignements sur la puissance des armements, le programme des prochaines opérations. Personne, évidemment, ne saurait préciser la source de ces informations, mais nul doute n'est permis. La description qui a été donnée, quand une armée nationale s'effondre, de la propagation dans le peuple de nouvelles alarmantes, catastrophiques, désastreuses, nous sert de système de référence pour apprécier le phénomène inverse. On a peut-être découvert des morceaux de 5e colonne qui, en 1940, étaient chargés d'inoculer au peuple français le virus de la défaite, mais on ne saurait ignorer le fait que le terrain était préparé, qu'il y avait une sorte de démobilisation spirituelle, explicable par les échecs subis par la démocratie en Espagne, en Italie, en Allemagne et surtout à Munich. Le défaitisme de 1940 était le produit direct du défaitisme de Munich. En Algérie, par contre, et ceci est vrai pour tous les pays coloniaux qui entreprennent une guerre nationale, toute nouvelle est bonne, toute information réconfortante. La 5e colonne est une impossibilité en Algérie. C'est la constatation de ce fait qui amène les spécialistes de la sociologie à retrouver la vieille explication qui veut que l'indigène soit inaccessible au raisonnement ou à l'expérience. Les spécialistes de la guerre, plus empiriquement, constatent que ces hommes ont un moral de fer ou que leur fanatisme est incompréhensible. Le groupe, considéré dans sa totalité, donne l'impression de compléter ces informations par une certitude de plus en plus coupée de la réalité. Ces manifestations, ces attitudes de croyance totale, cette conviction collective exprime la volonté du groupe de se trouver le plus près possible de la révolution, de prendre si possible de l'avance sur la révolution, enfin, d'être dans le coup. Dans le même temps, nous avons dit, surtout dans les centres urbains, des conduites plus complexes voient le jour. Les Algériens, avides d'informations objectives, achètent les journaux démocratiques qui arrivent de France. C'est pour ces journaux un succès financier incontestable. L'Express, France Observateur, Le Monde multiplient et augmentent dans la proportion d'1 à 3 et même à 5 leurs envois vers l'Algérie. Les tenanciers des kiosques à journaux, presque tous européens, sont les premiers à signaler le danger économique et secondairement politique que représentent ces publications. Quand on étudie le problème de la presse écrite en Algérie, il faut toujours se souvenir de l'existence d'une particularité dans le système de distribution. C'est ainsi que les crieurs publics, tous de jeunes Algériens, rendent exclusivement la presse locale. Les journaux européens ne sont pas portés aux consommateurs. Ces journaux doivent être réclamés au kiosque. Les propriétaires de la presse écrite algérienne ressentent immédiatement la concurrence qui leur est faite par la presse venue de France, des campagnes de dénonciation visant la presse complice de l'ennemi et les saisies répétées de certaines de ces publications prennent évidemment une signification particulière. Pour leur part,
les tenanciers prennent de plus en plus l'habitude de répondre agressivement que la presse des salauds n'est pas arrivée aujourd'hui. Les Algériens, dans les centres urbains, mais surtout dans les agglomérations rurales, découvrent alors que s'inquiéter de l'arrivée ou non de cette dite presse suffit à les catégoriser. En Algérie comme en France, et naturellement de façon plus tranchée, le tenancier de kiosques à journaux, comme le buraliste, sont principalement des anciens combattants fortement encadrés dans des formations ultra-colonialistes. Pour l'Algérien, réclamer l'Express, l'Humanité ou Le Monde, c'est avouer publiquement, et le plus souvent à un indicateur de police, son allégeance à la Révolution. C'est en tout cas indiquer sans précaution qu'on prend ses distances par rapport aux informations officielles, donc colonialistes. C'est manifester sa volonté de se singulariser. C'est, pour le tenancier du kiosque, l'affirmation sans ambiguïté par cet Algérien d'une solidarité avec la Révolution. L'achat de tel journal est ainsi assimilé à un acte nationaliste, donc c'est très rapidement un acte dangereux. Chaque fois que l'Algérien réclame l'un de ces journaux, le représentant de l'occupant qu'est le tenancier du kiosque y voit l'expression du nationalisme, l'équivalent d'un acte de guerre. Progressivement, les adultes algériens, parce que réellement engagés maintenant dans des activités vitales pour la Révolution, ou par prudence compréhensible si l'on se réfère à l'atmosphère de rage xénophobe installée par les colons français en 1955, prennent l'habitude de confier à de jeunes Algériens le soin d'acheter ces journaux. Quelques semaines à peine, et le nouveau truc est éventé. Aussi, à partir d'une certaine période, les tenanciers refuseront-ils la vente de l'Express, l'Humanité et Libération aux mineurs. Les adultes sont alors acculés à se démasquer ou à se contenter de l'Écho d'Alger. C'est à ce moment surtout que la direction politique de la Révolution donne l'ordre de boycotter la presse locale algérienne. Cette décision répondait à un double but. D'abord, riposter à l'offensive des trusts algériens par une mesure aux conséquences économiques. En privant les journaux algériens d'une grande partie de leur clientèle autochtone, le mouvement révolutionnaire ébranle assez efficacement le marché de la presse locale, mais surtout, la direction politique était convaincue que, livrés à la seule information colonialiste, les Algériens subiraient progressivement l'action massive et nocive de ces pages entières, où chiffres et photos s'étalaient complaisamment et où chaque matin en tout cas, on pouvait lire en clair l'élimination de la Révolution. Au niveau des masses, restés relativement à l'écart de cette lutte, autour de la presse écrite, la nécessité se fait sentir de se procurer des postes de TSF. Il ne faut pas oublier en effet que l'analphabétisme généralisé du peuple le laissait indifférent aux choses écrites. Dans les premiers mois de la Révolution, la grande majorité des Algériens identifiaient toute chose écrite dans la langue française à l'expression du pouvoir conquérant. La morphologie de l'écriture de l'Express ou de l'Écho d'Alger était le signe de la présence française. L'acquisition d'un poste de TSF en Algérie, en 1955, représente l'unique moyen d'obtenir de sources non françaises de nouvelles de la Révolution. Cette nécessité revêt un caractère impérieux lorsque le peuple apprend que du Caire, chaque jour, des Algériens dressent le bilan de la lutte de libération. Du Caire, de Syrie, de presque tous les pays arabes, refluent ainsi sur l'Algérie les grandes pages écrites dans les djebels par les frères, les parents, les amis. Cependant, malgré ces données nouvelles, l'introduction de postes de TSF dans les maisons et les douars les plus reculés se fait de façon progressive. On n'assista pas à une véritable secousse, à un afflux énorme de postes récepteurs. C'est à la fin de 1956 que se produit la véritable mutation. En effet, des tracts sont distribués à cette époque qui annoncent l'existence d'une voix de l'Algérie libre. Les heures d'écoute et les longueurs d'onde des émissions sont précisées. Cette voix, qui parle des djebels, non situés géographiquement, mais qui porte à toute l'Algérie le message grandiose de la Révolution, acquiert d'emblée une valeur essentielle. En moins de 20 jours, tous les stocks de postes de radio sont enlevés. Dans les souks, le commerce de postes usagés fait son apparition. Les Algériens apprentis chez les radioélectriciens européens ouvrent de petits ateliers. De plus, le marchand doit répondre à des besoins originaux. La non-électrification des régions immenses en Algérie pose en effet aux consommateurs des problèmes précis. C'est ainsi que les postes à piles sont, à partir de 1956, les plus demandés sur le territoire algérien. En quelques semaines, plusieurs milliers de postes sont vendus aux Algériens, postes individuels, postes acquis par des familles, des groupes de maisons, des douars, des mechtas. À partir de 1956, en Algérie, l'achat d'un poste n'est pas vécu comme adhésion à une technique moderne d'information,
mais comme le seul moyen d'entrer en communication avec la Révolution, de vivre avec elle. Dans le cas particulier du poste à pile mobile, forme améliorée et d'avant-garde du poste fixe fonctionnant à l'électricité, les spécialistes des changements techniques dans les pays sous-développés pourraient y voir la marque d'une mutation radicale. L'Algérien donne en effet l'impression de sauter une étape et de parvenir d'emblée aux formes les plus modernes de l'information. Note. Sur le plan des communications militaires, une telle constatation pourrait également être faite. Le système de liaison et de télécommunication de l'Armée de libération nationale s'est élevé en moins de 15 mois au niveau des meilleures réalisations d'une armée moderne. Fin de la note. En réalité, nous avons vu que ces progrès s'expliquent par l'absence d'électricité dans les douars. Les autorités françaises ne comprirent pas sur le moment l'importance exceptionnelle de cette modification du peuple algérien à l'égard du poste de radio. Les vieilles résistances infrafamiliales explosent et l'on peut voir dans un douar des groupes de familles où pères, mères, filles, au coude à coude, scrutent l'écran du poste dans l'attente de la voix de l'Algérie. La famille algérienne, soudain indifférente à la vieille pudeur, à l'antique sociabilité stérilisante et dépourvue de fraternité, se découvre immunisée contre les plaisanteries grivoises ou les phrases amoureuses que l'opérateur, çà et là, accroche au passage. L'instrument technique, le poste de TSF, perd presque magiquement, mais nous avons vu la progression concertée et dialectique des nouvelles nécessités nationales, ces caractères d'objet de l'ennemi. Le poste de TSF ne fait plus partie de l'arsenal d'oppression culturelle de l'occupant, en faisant de la radio un moyen singulier de résister aux pressions psychologiques et militaires de plus en plus énormes de l'occupant. La société algérienne, par un mouvement autonome interne, décide d'assumer la technique nouvelle et d'être ainsi branchée sur les nouveaux systèmes de signalisation mis au monde par la Révolution. La voix de l'Algérie combattante aura, sur le plan de la cohésion, de la prise en masse du peuple, une importance capitale. Nous verrons que l'utilisation des langues arabes, kabyles et françaises, expression d'une conception non raciste comme le colonialisme a dû en convenir, eut l'avantage de développer et de renforcer l'unité du peuple, de faire exister le doudoura au combat pour les Algériens patriotes de Batna ou de Nemours, les actes découpés et morcelés, glanés par les correspondants d'un journal plus ou moins attaché à la domination coloniale ou communiqués par les autorités militaires adverses, perdent leur caractère anarchique et s'organisent dans une pensée politique nationale et algérienne, prennent place dans une stratégie d'ensemble de la reconquête de la souveraineté populaire. Les actes éparses s'insèrent dans une vaste épopée, et les Kabyles ne sont plus ceux des montagnes, mais les frères qui, avec Ouamrané et Krim, mènent la vie dure aux troupes ennemies. Avoir son poste, c'est payer son impôt à la nation, acheter le droit d'entrer dans ce peuple rassemblé en vue de la lutte. Les autorités françaises, cependant, commencent à s'apercevoir de l'importance de ce progrès populaire dans la technique de l'information. Après quelques mois d'hésitation, les mesures légales apparaissent. La vente des radios est alors interdite sous réserve de production d'un bon délivré par la sécurité militaire ou les services de police. La vente de postes à piles fait l'objet d'une interdiction absolue et les piles de rechange sont particulièrement retirées du marché. Les commerçants algériens ont alors l'occasion, en multipliant les fraudes, de faire des actes de patriotisme, assurant ainsi, avec une régularité exceptionnelle, l'approvisionnement du peuple en piles de rechange. Note. Évidemment, l'arrivée en Algérie par le chemin régulier de nouveaux postes et de nouvelles piles devient par la suite de plus en plus difficile. À partir de 1957, c'est de Tunisie et du Maroc, par le maquis, que l'approvisionnement se fera. L'introduction régulière de ces moyens d'établir le contact avec la voie officielle de la Révolution est devenue pour le peuple aussi importante que celle des armes ou des munitions pour l'armée nationale. Fin de la note. L'Algérien qui souhaite vivre au même niveau que la Révolution a enfin la possibilité d'entendre une voix officielle, des combattants, lui explique le combat, lui raconte l'histoire de la libération en marche, l'incorporer enfin à la nouvelle respiration de la nation. Ici se situe un phénomène suffisamment original pour qu'il retienne notre attention. Les services français technisés à l'extrême et forts de l'expérience acquise à l'occasion des guerres modernes, rompus à la pratique de la guerre des ondes, eurent au fait de repérer les longueurs d'onde du poste émetteur. Les programmes furent alors systématiquement brouillés et progressivement, la voix de l'Algérie combattante devint inaudible. Une nouvelle forme de lutte était née. Des tracts conseillèrent aux Algériens de se tenir à l'écoute de façon permanente 2 ou 3 heures durant. Au cours d'une même émission,
Un deuxième poste, émettant sur une autre longueur d'onde, relayait le premier poste brouillé. L'auditeur était incorporé à la bataille des ondes, devinait la tactique de l'ennemi et de façon presque physique, musculaire, déjouait la stratégie de l'adversaire. Très souvent, seul l'opérateur, l'oreille collée contre l'appareil, avait la chance inespérée d'entendre la voix. Les autres Algériens présents dans la salle reçoivent l'écho de cette voix par le truchement de l'interprète privilégié qui, dès la fin de l'émission, est littéralement assiégé. Des questions précises sont alors posées à cette voix incarnée. L'assistance désire se renseigner sur telle bataille signalée par la presse française des dernières 24 heures et l'interprète, gêné, lourd de culpabilité, avoue quelquefois que la voix n'en a pas fait mention. Mais d'un commun accord, après un échange de vues, il est arrêté que la voix s'est parfaitement prononcée sur ces événements, mais que l'interprète n'a pas saisi les renseignements diffusés. Un véritable travail d'élaboration est alors mis en chantier, tout le monde y collabore, et les batailles d'hier et d'avant-hier sont reconstruites selon le vœu profond et la croyance inébranlable du groupe. L'auditeur pallie le caractère fragmentaire des nouvelles par une création autonome de l'information. Écouter la voix de l'Algérie combattante, ce n'est pas souci d'écouter l'autre partie, mais exigence intérieure de faire corps avec la nation en lutte, de reprendre et d'assumer la nouvelle formation nationale, d'écouter et de redire la grandiose épopée accomplie là-haut, dans les rochers et sur les djebels. Chaque matin, l'Algérien communique le résultat de ses heures d'écoute. Chaque matin, il complète à l'intention de son voisin ou de son camarade les choses tues par la voix et répond aux questions insidieuses posées par la presse ennemie. Aux affirmations officielles de l'occupant, aux bulletins fracassants de l'adversaire, il oppose des informations officiellement proclamées par le commandant de la Révolution. Quelquefois, c'est le militant qui lance dans la circulation le point de vue supposé de la direction politique. À cause d'un silence sur tel ou tel fait, et qui, prolongé, pourrait se révéler angoissant et dangereux pour l'unité du peuple, la nation entière accroche au passage de l'émission des lambeaux de phrases et leur confère une signification déterminante. Mal entendue, couverte par un brouillage incessant, obligée de se déplacer 2 ou 3 fois sur les ondes au cours d'une même émission, la voix de l'Algérie combattante n'est presque jamais entendue de façon suivie. C'est une voix hachée, discontinue. D'un village à l'autre, d'un gourbi à un autre gourbi, la voix de l'Algérie dit des choses nouvelles, relate des batailles de plus en plus glorieuses, dessine en clair l'effondrement de la puissance occupante. L'ennemi perd sa densité et, au niveau de la conscience de l'occupé, amorce une série de chutes essentielles. Cette voix de l'Algérie, qui, pendant plusieurs mois, va vivre traquée par les réseaux puissants de brouillage de l'adversaire, cette parole, quoique souvent inaudible, alimente la foi du citoyen dans la Révolution. Cette voix que l'on sent présente, dont on devine la réalité, comparée à l'importance des ondes de bruit émises par les stations spécialisées ennemies, prend de plus en plus de poids. C'est la puissance du sabotage ennemi qui souligne la réalité et l'intensité de l'expression nationale. Parole de l'Algérie en lutte et voix de chaque Algérien, le caractère quasi fantomatique de la radio des Moudjahidines confère au combat son maximum d'existence. Dans ces conditions, affirmer avoir entendu la voix de l'Algérie, c'est, en un certain sens, altérer la vérité, mais c'est surtout l'occasion de proclamer sa participation en sous-main à l'essence de la Révolution. C'est faire un choix délibéré, quoique non explicite, dans les premiers mois, entre le mensonge congénital de l'ennemi et le propre mensonge du colonisé qui acquiert soudain une dimension de vérité. Cette voix, souvent absente, physiquement inaudible, que chacun sent monter en lui, fondée sur une perception intérieure qui est celle de la patrie, se matérialise de façon non récusable. Chaque Algérien, pour sa part, émet et transmet le langage nouveau. La modalité d'existence de cette voix rappelle à plus d'un titre celle de la Révolution, présente atmosphériquement, mais non objectivement, en morceaux détachés. Le poste de TSF est le garant de ce mensonge vrai. Chaque soir, de 21h à 24h, l'Algérien se met à l'écoute. En fin de soirée, n'entendant pas la voix, il arrive à l'auditeur d'abandonner l'aiguille sur une bande de brouillage ou de simples parasites et de décréter que là se trouve la voix des combattants. Pendant 1 heure, la salle s'emplit du bruit lancinant et pénible du brouillage. L'Algérien, derrière chaque modulation, chaque grésillement actif, devine non seulement des paroles, mais des batailles concrètes. La guerre des ondes, dans le Gourbi, réédite à l'intention du citoyen la confrontation armée de son peuple et du colonialisme. En règle générale, la victoire revient à la voix de l'Algérie. Les postes ennemis, une fois les missions terminées, abandonnent leur travail de sabotage. La musique militaire de l'Algérie en guerre qui clôt les émissions peut donc librement emplir la poitrine et la tête des fidèles.
Ces quelques notes d'airain, récompensant 3 heures d'espoir quotidien, ont joué pendant des mois un rôle fondamental dans la formation et le renforcement de la conscience nationale algérienne. Sur le plan psychopathologique, il est important d'évoquer quelques phénomènes ayant trait à la radio et qui sont apparus à l'occasion de la guerre de libération. Avant 1954, les monographies écrites sur les Algériens hallucinés signalent constamment dans la phase dite d'action extérieure des voix radiophoniques fortement agressives et hostiles. Ces voix métalliques, blessantes, injurieuses, désagréables, ont toutes chez l'Algérien un caractère accusateur, inquisitorial. La radio au niveau du normal, déjà appréhendée comme modalité de l'occupation, comme type d'invasion violente de l'oppresseur, prend dans le domaine du pathologique des significations hautement aliénantes. La radio, en plus des éléments magiques d'allure irrationnelle retrouvés dans la majorité des sociétés homogènes, c'est-à-dire d'où est absente toute oppression étrangère, possède en Algérie une valence particulière. Nous avons vu que la voix entendue n'est pas indifférente, n'est pas neutre, c'est la voix de l'oppresseur, celle de l'ennemi. La parole n'est point reçue, déchiffrée, comprise, mais rejetée. La communication n'est jamais en question, mais refusée, car précisément, l'ouverture de soi à l'autre est organiquement exclue de la situation coloniale. Avant 1954, la radio est, dans le domaine psychopathologique, mauvais objet, anxiogène et maudit. À partir de 1954, la TSF prend des significations totalement nouvelles. La radio, le poste, le récepteur perdent leur coefficient d'hostilité et se dépouillent de leur caractère d'extranéité et s'organisent dans l'ordre cohérent de la nation en lutte. Dans les psychoses hallucinatoires, à partir de 1956, les voix radiophoniques deviennent protectrices, complices. Les insultes et les accusations disparaissent et font place aux paroles d'encouragement. La technique étrangère, digérée, à l'occasion de la lutte nationale, est devenue un instrument de combat pour le peuple et un organe protecteur contre l'anxiété. Note. L'apparition des thèmes de protection morbide, leur importance comme technique d'autodéfense et même d'autoguérison dans le développement historique des maladies mentales ont déjà été étudiés dans la psychiatrie classique. Harcelé par ces voix accusatrices, l'halluciné n'a d'autre ressource que de créer des voix amies. Il faudra retrouver le mécanisme de transformation en son contraire que nous signalons dans la situation coloniale en voie de désagrégation. Fin de la note. Toujours sur le plan de la communication, il faut signaler l'acquisition par la langue française de valeurs inédites. Effectivement, la langue française, langue d'occupation, véhicule de la puissance d'oppression, semblait condamnée pour l'éternité à juger péjorativement l'algérien. Toute expression française ayant trait à l'algérien était de contenu humiliant. Toute parole française entendue était un ordre, une menace ou une insulte. La rencontre de l'algérien et de l'européen est délimitée par ces 3 sphères. La diffusion en français des émissions de l'Algérie combattante va libérer la langue ennemie de ses significations historiques. Le même message transmis en 3 langues différentes unifie l'expérience et lui donne dimension universelle. La langue française perd son caractère maudit, se révélant capable de transmettre également, à l'intention de la nation, les messages de vérité que cette dernière attend. Aussi paradoxal que cela paraisse, c'est la révolution algérienne, c'est la lutte du peuple algérien qui facilite la diffusion de la langue française dans la nation. En psychopathologie, les phrases en français perdent leur caractère automatique d'insulte et de malédiction. Les hallucinés algériens qui entendent des voix françaises signalent des propos de moins en moins agressifs. À la fin, il n'est pas rare de voir des hallucinations dans la langue de l'occupant prendre une allure amicale de soutien, de protection. Note. Il ne s'agit pas, ici, de l'émergence d'une ambivalence, mais bien d'une mutation, d'un changement radical de valence, non d'un balancement, mais d'un dépassement dialectique. Fin de la note. Les autorités d'occupation n'ont pas davantage mesuré l'importance de l'attitude nouvelle de l'algérien en face de la langue française. S'exprimer en français, comprendre le français, n'est plus assimilable à une trahison ou à une identification appauvrissante avec l'occupant, utilisé par la voix des combattants, transitant de façon prégnante le message de la Révolution, la langue française devient aussi un instrument de libération. Alors qu'en psychopathologie, toute voix française dans un délire exprime le rejet, la condamnation et l'opprobre, on voit s'amorcer avec la lutte de libération un travail capital d'exorcisme de la langue française. On assiste à une quasi-prise en charge par l'indigène de la langue de l'occupant. Note. Inversement,
la voix de l'Algérie sera entendue sous forme de condamnation à mort par certains Algériens collaborateurs. Atteints d'accès dépressifs graves, ces hommes appartenant le plus souvent au service de police sont pris à partie, insultés, condamnés par la radio des rebelles. De même, des Européennes, des Européens présentant des bouffées d'agitation anxieuse perçoivent très nettement des menaces ou des condamnations en langue arabe. De tels phénomènes étaient pratiquement inconnus avant 1954. Fin de la note. C'est après le congrès de Soumam, en août 1956, que les Français prennent conscience de ce phénomène. On se souvient qu'à cette occasion, les responsables politiques et militaires de la Révolution se réunirent dans la vallée de Soumam, précisément dans le secteur d'Amirouche, alors commandant, pour jeter les bases doctrinales de la lutte et constituer le Conseil national de la Révolution algérienne, CNRA. Le fait que les travaux se soient déroulés en français révélait soudain aux forces d'occupation que la réticence générale traditionnelle de l'Algérien à utiliser le français au sein de la situation coloniale pouvait ne plus exister dès lors qu'une confrontation décisive jetait face à face la volonté d'indépendance nationale du peuple et la puissance dominante. Les autorités françaises furent singulièrement déroutées par ce phénomène. D'abord, elles y virent la preuve, depuis toujours affirmée, de l'incapacité de la langue arabe à manier les concepts opératoires d'une guerre révolutionnaire moderne. Mais en même temps, les décisions prises dans le système linguistique de l'occupant acculent ce dernier à prendre conscience du caractère relatif de ces signes et jettent la confusion et le désordre dans son dispositif de défense. Entre les directives émanant de la 10e région militaire d'Alger et celles du PC zonal d'Aïn Bessem, s'installe un circuit de complicité, une sorte de prolongement du chiffre. Les deux ordres de réalité s'objectivent par le truchement d'un unique système linguistique. Les partisans de l'intégration, pour leur part, y voyaient une nouvelle occasion d'affirmer l'Algérie française en faisant de la langue de l'occupant le seul moyen pratique de communication mis à la disposition des Kabyles, des Arabes, des Chaouïas, des Mozabites, etc. Cette thèse, au niveau de la langue, reprend la doctrine même du colonialisme. C'est l'intervention de la nation étrangère qui ordonne l'anarchie originelle du pays colonisé. Dans ces conditions, la langue française, la langue de l'occupant, se voit ainsi attribuer une fonction de logos avec des implications ontologiques au sein de la société algérienne. Dans l'un ou l'autre cas, utiliser la langue française, c'est à la fois domestiquer un attribut de l'occupant et se montrer perméable aux signes, aux symboles, enfin à un certain ordre de l'occupant. Les Français n'ont pas étudié avec suffisamment de sérieux ce nouveau comportement de l'Algérien en face de leur langue. Avant 1954, la plupart des travaux des congrès des partis nationalistes ont lieu en langue arabe. De façon plus précise, les militants de la Kabylie ou des Aurès apprennent l'arabe à l'occasion de leurs activités nationales. Avant 1954, parler l'arabe, refuser le français comme langue et comme modalité d'oppression culturelle est une forme privilégiée et quotidienne de singularisation, d'existence nationale. Avant 1954, les partis nationalistes entretiennent l'espoir des militants et forment la conscience politique du peuple en valorisant un à un les différentes configurations, les différents attributs de la nation occupée. La langue arabe est alors le type d'existence, le moyen le plus réel qu'a l'être de la nation de se dévoiler. Note. Dans le même temps, la direction politique décide la destruction de la radio française en Algérie. L'existence d'une voix nationale amène les responsables à envisager le silence de Radio Alger. Des dégâts importants sont causés aux installations techniques par l'explosion de bombes à retardement, mais assez rapidement, les émissions reprennent. Fin de la note. En août 1956, la réalité du combat et le désarroi de l'occupant enlèvent à la langue arabe son caractère sacré et à la langue française ses catégories maudites. Le nouveau langage de la nation peut alors se faire annoncer à l'aide de multiples réseaux insignifiants. Le poste de TSF comme technique d'information et la langue française comme support d'une possible communication s'incorporent presque simultanément dans la nation en lutte. On a vu qu'avec la création de la Voix de l'Algérie combattante, les postes de TSF se multiplient dans des proportions extraordinaires. Avant 1954, l'instrument de réception, la technique radiophonique de communication de la pensée à distance, n'est pas seulement un objet neutre en Algérie. Perçu comme courroie de transmission du pouvoir colonialiste, comme moyen dont dispose l'occupant pour imprégner physiquement la nation, le poste est investi par le peuple de signification péjorative. Avant 1954, tourner le bouton de la radio, c'est donner asile à la parole de l'occupant, c'est permettre au langage du colonisateur de s'infiltrer au cœur même de la maison,
dernier des suprêmes bastillons de l'esprit national. Avant 1954, un poste de TSF dans une maison algérienne est la marque d'une européanisation en cours, d'une disponibilité. C'est l'ouverture consciente à l'influence du dominateur, à sa pression. C'est la décision de donner voix à l'occupant. Avoir un poste, c'est accepter d'être assiégé de l'intérieur par le colonisateur. C'est manifester qu'on choisit la cohabitation dans le cadre colonial, c'est à n'en pas douter rendre les armes à l'occupant. Nous avons évoqué les raisons par lesquelles le peuple expliquait ses réticences à l'égard de la radio. Le souci de maintenir intactes les formes traditionnelles de sociabilité et la hiérarchie de la famille fut alors la principale justification. On ignore toujours sur quel programme on va tomber. On dit n'importe quoi et quelquefois un argument religieux d'allure péremptoire fait son apparition. C'est une radio d'infidèles. Nous avons vu que de telles rationalisations ne sont que des mécanismes créés de toutes pièces pour justifier le rejet de la présence de l'occupant. Avec la création d'une voix de l'Algérie combattante, l'Algérien se trouve dans l'obligation vitale d'écouter le message, de l'assimiler et bientôt de l'assumer. Acheter un poste, se mettre à genoux, la tête contre l'écran, ça n'est déjà plus vouloir des informations. Au niveau de la formidable expérience qui se déroule dans le pays, c'est ouïr les premières paroles de la nation. Puisque la nouvelle Algérie en marche décide de se raconter et de dire « le poste de TSF devient indispensable », c'est lui qui permet à la voix de s'enraciner dans les villages et sur les collines. Avoir un poste de TSF, c'est solennellement entrer en guerre. À l'aide de la radio, technique instrumentale rejetée avant 1954, le peuple algérien décide la relance de la Révolution. À l'écoute de la Révolution, l'Algérien existe avec elle, la fait exister. Le souvenir des radios libres, né au cours de la Deuxième Guerre mondiale, fait ressortir la spécificité de l'exemple algérien. Les peuples polonais, belges, français, sous l'occupation allemande, gardèrent à travers les émissions diffusées de Londres le contact avec une certaine image de leur nation. L'espoir, l'esprit de la résistance à l'oppresseur, furent alors quotidiennement alimentés et entretenus. Par exemple, écouter la voix de la France libre était, on s'en souvient, un mode d'existence national, une forme de combat. La participation fervente et quasi mystique du peuple français avec la voix de Londres a suffisamment été signalée pour que nous n'y insistions pas. En France, de 1940 à 1944, écouter la voix de la France libre est certes une audition privilégiée, essentielle, mais l'écoute radiophonique, comme conduite, n'est pas nouvelle. La voix de Londres prend place dans le vaste répertoire des postes émetteurs qui existaient déjà pour le français dès avant la guerre. De la conduite globale, instrumentale de l'auditeur, émerge une figure prééminente, celle de la France occupée recevant le message d'espoir de la France libre. En Algérie, les choses revêtent des caractéristiques particulières. D'abord, il y a le dépouillement de l'instrument de son cortège traditionnel d'interdits et de prohibitions. Progressivement, l'instrument acquiert non seulement catégorie de neutralité, mais est affecté d'un coefficient positif. Accepter la technique radiophonique, acheter un poste et vivre la nation en lutte coïncident. La frénésie avec laquelle le peuple épuise les stocks de postes de TSF donne une idée assez exacte de son désir de prendre part dans le dialogue qui, à partir de 1955, s'instaure entre le combattant et la nation. Dans la société coloniale, Radio Alger n'est pas une voix parmi d'autres, c'est une voix de l'occupant. Prendre Radio Alger, c'est donner raison à la domination, c'est manifester son désir de faire bon ménage avec l'oppression, c'est donner raison à l'ennemi, tourner le bouton de la radio, c'est fonder la formule « Ici Alger, radiodiffusion française ». L'acquisition d'un poste livre le colonisé au système de l'ennemi et prépare l'expulsion de l'espoir de son cœur. Par contre, l'existence de la voix de l'Algérie combattante modifie profondément les données du problème. Chaque Algérien, en effet, se sent convié et veut devenir un élément réverbérant du vaste réseau de signification né du combat libérateur. La guerre, source d'événements quotidiens de type militaire ou politique, est largement commentée dans les programmes d'information des radios étrangères. En premier plan se détache la voix des djebels. Nous avons vu que le caractère fantomatique et rapidement inaudible de cette voix n'altère en rien sa réalité entendue et son pouvoir. Radio Alger, la radiodiffusion en Algérie, perdent leurs attributs de souveraineté. Il est désormais révolu le temps où tourner le bouton du poste mécaniquement constituait une invitation adressée à l'ennemi. Pour l'Algérien, la radio, en tant que technique, se différencie.
le poste de TSF n'est plus directement et uniquement branché sur la bouche de l'occupant. À droite et à gauche de la bande d'émission de Radio Alger, sur des longueurs d'onde différentes et multiples, peuvent être captés des postes innombrables au sein desquels il est loisible de discerner les amis, les complices des ennemis, les neutres. Dans ces conditions, avoir un poste, ce n'est ni se mettre à la disposition de l'occupant, ni lui donner voix, ni faire la part du feu. C'est, au contraire, sur le plan strict de l'information, manifester le désir de prendre ses distances, d'entendre d'autres voix, de s'ouvrir à d'autres perspectives. C'est au cours de la lutte de libération et grâce à la création d'une voix de l'Algérie combattante que l'Algérien expérimente et découvre concrètement l'existence de voix autres que son silence ancien et que la voix démesurément amplifiée du dominateur. Le vieux monologue de la situation coloniale déjà ébranlée par l'existence de la lutte disparaît totalement à partir de 1956. La voix de l'Algérie combattante et toutes les voix captées par le poste de TSF révèlent maintenant à l'Algérien le caractère fragile, très relatif, l'imposture enfin de la voix française présentée jusqu'ici comme unique. La voix de l'occupant se désacralise. La parole de la nation, le verbe de la nation, ordonne le monde en le renouvelant. Avant 1954, la société autochtone dans l'ensemble rejette le poste de TSF, se ferme à l'évolution technique des méthodes d'information. La société algérienne dans son ensemble n'accepte pas la radiodiffusion. Il n'y a pas d'attitude réceptive devant l'importation organisée par l'occupant. Dans la situation coloniale, le poste ne répond à aucun besoin du peuple algérien. Note. Dans cet ordre d'idées, il nous faut signaler l'attitude des autorités françaises dans l'Algérie d'aujourd'hui. On sait que la télévision existe depuis quelques années en Algérie. Jusqu'à ce jour, un commentaire bilingue simultané accompagnait les émissions. Depuis quelque temps, le commentaire arabe a cessé. Ce phénomène exprime encore une fois que Radio Alger répond parfaitement à la formule « Les Français parlent au français ». Fin de la note. Le poste est au contraire perçu, nous l'avons vu, comme moyen qu'a l'ennemi de poursuivre, sans éveiller l'attention, son travail de dépersonnalisation. La lutte nationale, la création de Radio Algérie libre, provoque au sein du peuple une mutation fondamentale. La radio s'introduit en force et non par implantation progressive. La radio s'introduit en force et non par implantation progressive. Il n'y a pas accumulation de gains locaux et addition de régions atteintes peu à peu. On assiste à un bouleversement de fond en comble des moyens de perception, du monde même de la perception. En Algérie, il n'y eut jamais, à vrai dire, à l'égard de la radio, de conduite réceptrice, d'adhésion, d'acceptation. En tant que processus mental, on assiste à partir de 1956 à une quasi-invasion de la technique. La voix de l'Algérie, créée de rien, fait exister la nation et délivre à chaque citoyen un nouveau statut, le lui fait savoir explicitement. À partir de 1957, les troupes françaises en opération prennent l'habitude, au cours des razzias, de confisquer tous les postes. Dans le même temps, interdiction est faite de capter un certain nombre d'émissions. Aujourd'hui, les choses ont évolué, la voix de l'Algérie combattante s'est multipliée, de Tunis, de Damas, du Caire, de Rabat, les programmes sont diffusés à l'intention du peuple. Ce sont des Algériens qui organisent les programmes. Les services français n'essaient plus de brouiller ces émissions puissantes et nombreuses. L'Algérien a chaque jour l'occasion d'écouter 5 à 6 émissions différentes, en arabe ou en français, à la faveur desquelles il peut suivre pas à pas le développement victorieux de la Révolution. Sur le plan de l'information, nous avons vu se préciser une démonétisation de la parole de l'occupant. Après avoir imposé la voix nationale face au monologue du dominateur, le poste de TSF accueille les signes diffusés de tous les coins du monde. La semaine de solidarité avec l'Algérie, organisée par le peuple chinois, ou les résolutions du Congrès des peuples africains sur la guerre d'Algérie, relient le FELA à l'immense vague arracheuse de tyrannie. Incorporée dans ces conditions à la vie de la nation, la radio aura, dans la phase de construction du pays, une importance exceptionnelle. En Algérie, il ne saurait y avoir, après la guerre, inadéquation entre le peuple et ce qui est censé l'exprimer. À la pédagogie révolutionnaire de la lutte de libération doit normalement se substituer une pédagogie révolutionnaire de la construction de la nation. Dès lors, on mesure l'utilisation féconde qui peut être faite de cet instrument qu'est le poste de TSF. L'Algérie a connu une expérience privilégiée. Pendant plusieurs années, la radio aura été pour beaucoup l'un des moyens de dire non à l'occupation et de croire à la libération.
l'identification de la voie de la révolution avec la vérité fondamentale de la nation a ouvert des horizons illimités.